Madame, Monsieur, bonsoir. Industrie pharmaceutique au menu de votre émission ce soir. Avec l'avènement de la pandémie, ce secteur n'a jamais été aussi stratégique pour l'économie nationale et pour l'approvisionnement régulier et sécurisé en médicaments, avec plus de 800 millions de dirhams par an d'investissement. Mais la Covid-19 a également mis en lumière les dysfonctionnements du secteur. En effet, le rapport annuel du Conseil de la concurrence, publié récemment, avance que, je cite, l'industrie pharmaceutique nationale souffre de plusieurs goulots d'étranglement qui entravent son développement, diminue le niveau de concurrence entre les laboratoires et prive le Maroc d'exploiter pleinement son potentiel pour devenir un leader dans le domaine du médicament en Afrique. Fin de citation. Nous en parlons ce soir en compagnie d'Abdelmjid Blaïch, analyste des marchés pharmaceutiques. Nous parlerons aussi des recommandations du gendarme de la concurrence à la veille du lancement imminent de la production du vaccin Sinovac Made in Morocco. Bienvenue à tous. Et j'ai le plaisir d'accueillir depuis Casablanca Abdelmjid Blaïch. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, avant peut-être de parler de l'industrie pharmaceutique, parlons de la fédération, la toute nouvelle la fédération qui vient d'être renouvelée ou dont les membres viennent d'être renouvelés. Alors, est-ce qu'on parle de nouveaux objectifs pour cette nouvelle fédération marocaine de l'industrie pharmaceutique ? Non, je pense que cette fédération va au contraire continuer sur le travail qui a été déjà commencé il y a quelques mois déjà, enfin depuis 2 ans. Il y a un gros travail de communication sur le concept de la souveraineté sanitaire et donc qui a pour base la fabrication locale et la substitution des importations, mais aussi le développement des exportations, tout en approvisionnant le marché de manière régulière. Non, elle doit continuer dans la même voie, et au contraire, ce qui est en train de se faire aujourd'hui au niveau des vaccins ne fait que renforcer cette vision. Il y a un changement de bureau, c'est normal, et ça se fait régulièrement, mais les objectifs resteront les mêmes avec des horizons plus élargis. Et je rappelle que la fédération elle-même, elle existe depuis 2 ans au moins. C'est l'ancienne AMIP, l'Association marocaine de l'industrie pharmaceutique, qui a muté en fédération pour avoir, avec l'objectif de fédérer d'autres composantes du secteur pharmaceutique et pas seulement les nationaux. Puisque vous parlez de nationaux, on parle d'une production locale qui couvre quelques 2/3, n'est-ce pas, des besoins. Selon vous, on est encore un peu loin de l'autosuffisance, et pourquoi pas ne pas être déjà autosuffisant avant de développer de nouveaux horizons, notamment à l'export? Oui. Alors, il y a des choses à préciser. Tout d'abord, il y a un paradoxe. Le paradoxe est le suivant. La capacité du tissu industriel marocain actuel est de 1 milliard de boîtes par an. Or, notre marché ne consomme que 450 à 500 millions de boîtes. C'est-à-dire que la capacité de production, elle est exactement le double de ce qui est consommé. Et pourtant, cette production nationale ne couvre que 80% en volume et un peu moins de 60% en valeur. Alors qu'au début des années 80, où l'industrie était beaucoup plus faible qu'elle n'est aujourd'hui, elle couvrait 80 à 85% des besoins. Qu'est-ce qui explique ça? Tout simplement le recours de plus en plus, à travers des AMM à l'importation, à des importations abusives, sauvages, sur des médicaments complètement fabricables au Maroc et qu'on peut fabriquer au Maroc et de manière injustifiée. Ce qui a torpillé à la fois les efforts bien sûr des opérateurs du secteur pharmaceutique, mais aussi les efforts du ministère de l'Industrie qui avait mis en place
un plan d'accélération industrielle, un contrat-programme qui vise à la fois à développer la fabrication locale, les exportations et tout ça. Tout ça a été torpillé par une série de mesures bureaucratiques qui n'ont aucun sens. Et parmi ces mesures, un projet de décret qui a été déposé il y a quelques jours, juste avant le départ du ministre de la Santé, qui va obliger les laboratoires qui veulent exporter à demander un certificat libre d'exportation qui se donne au bout de 2 mois, premièrement, et qui a un délai qui se périme au bout de 90 jours. C'est autant d'obstacles qu'on met devant les exportations, et nous savons qu'en 2020, on a empêché les laboratoires d'exporter. Il y a eu une perte de 250 millions de dirhams pour les opérateurs, et pas seulement pour les opérateurs, pour le pays, pour l'économie du pays. On parle de la balance commerciale pharmaceutique qui connaît un déficit de l'ordre de 6 milliards de dirhams, alors que logiquement, avec ce que nous fabriquons, ce que nous pouvons fabriquer, nous pouvons être totalement autonomes à 100% et même à exporter d'une manière très importante. Et malheureusement, c'est ça le problème. Est-ce que ce problème-là entrave aussi l'intégration de cette industrie pharmaceutique dans la chaîne de valeur mondiale? Oui, l'industrie, elle a tous les atouts pour s'intégrer dans la chaîne de valeur mondiale, mais ce type de mesure est un obstacle à cette aide. Je rappelle que le Maroc, avec une expérience de plus de 60 ans dans la fabrication de médicaments et avec aujourd'hui une qualité reconnue en zone Europe, avec sa position géographique qui le met comme porte de l'Europe pour les Africains et porte de l'Afrique pour les Européens, une position extraordinaire, et le fait qu'il a continué de fabriquer, alors que d'autres, on a vu les grands laboratoires ont délocalisé leur production vers les pays asiatiques. Aujourd'hui, la Chine et l'Inde fabriquent 80% des intrants pharmaceutiques, enfin des principes actifs pharmaceutiques, et un certain nombre de médicaments à l'état fini. Ce qui a rendu les pays européens, par exemple, très dépendants de ces pays asiatiques. Nous avons la chance d'avoir une relative indépendance jusqu'à un certain point. Eh bien, il faut continuer de renforcer cette indépendance, à la fois en encourageant la fabrication locale, des investissements, et d'autre part en accompagnant et en encourageant les exportations au lieu de les freiner et de tout faire pour les brider. Donc, il y a ce rapport que je citais en intro du Conseil de la concurrence sur l'industrie pharmaceutique et ses goulots. Vous venez d'ailleurs nous expliquer un de ces goulots d'étranglement qui entravent le développement de cette industrie hautement stratégique, notamment aujourd'hui. Alors, parmi les propositions du Conseil de la concurrence, eh bien, c'est de bâtir un écosystème national du médicament efficace. Nous disposons déjà d'un écosystème du médicament, Abdelmajid Belaïch. Comment, justement, le rendre plus efficient et optimal, selon vous? Effectivement. Nous, dans le cadre du plan d'accélération industrielle, il y a un système qui a été mis en place. Sauf qu'il est resté bloqué pour toutes les raisons que nous avons citées. Et d'ailleurs, le rapport du Conseil de la concurrence, il pointe en premier le cadre réglementaire inadéquat, inadapté, et qui constitue le gros. Vous avez les AMM. La manière dont les AMM sont attribués de manière non transparente, les délais extrêmement lents qu'on donne, l'absence de visibilité pour les opérateurs, pour les investisseurs dans ce domaine à cause de ce gros problème. Et je vous rappelle que selon d'ailleurs les données du Conseil de la concurrence, entre 2016 et 2018, le nombre des AMM, notamment ceux donnés au générique, a diminué au lieu d'augmenter. Il y a énormément de demandes d'AMM déposées par les industriels, mais en face, on a l'impression que nous avons une administration qui ne fait rien du tout. Recul entre 2016 et 2018 et absence de données chiffrées sur 2019-2020. C'est un gros problème. Et je peux vous citer
d'autres choses l'absence d'une politique du médicament générique à ce jour. On en parle, mais on en parle depuis 20 ans et rien n'a été fait, etc., etc. C'est-à-dire quand vous parlez de stratégie du générique, nous fabriquons du générique ou qu'est-ce qui bloque? Quand on parle de stratégie du médicament générique en particulier. Oui, aujourd'hui, les génériques représentent 40% du marché. Or, l'objectif, c'est d'aller vers 50-60% du marché, voire même plus. Je vous rappelle qu'aux États-Unis et ailleurs, c'est jusqu'à 80% du marché. Alors qu'on est en train d'aller vers un projet royal d'extension de l'assurance maladie, qui est un projet énorme, qui est historique, c'est le plus gros projet qu'a connu le secteur sanitaire depuis qu'il existe. Ce projet d'extension de l'assurance maladie à l'ensemble des Marocains ne pourrait pas marcher s'il n'y a pas une maîtrise des coûts. Nous ne pouvons pas envisager la situation où tous les Marocains pourraient accéder à des thérapeutiques aujourd'hui très onéreuses et en même temps d'assurer les équilibres budgétaires des organismes qui vont gérer cette assurance maladie. Ce n'est pas possible. Il faut donc qu'il y ait un gros travail et ce gros travail, il passe par la substitution par les génériques et les biosimilaires. Aujourd'hui, vous avez des médicaments anticancéreux du type anticorps monoclonaux, c'est des dizaines de milliers de dirhams par traitement. Or, à moins d'aller vers les biosimilaires, ça sera impossible de traiter les Marocains, de l'ensemble des Marocains, et en même temps d'assurer la pérennité du système d'assurance maladie. Ce n'est pas possible. Et donc, d'où l'idée de tout faire pour mettre en place une véritable politique du générique et du biosimilaire, et donc de faire tout ce travail sans lequel, malheureusement, on ira vers l'échec, comme ça s'est passé pour le Ramed. Ah oui, mais justement, ces chantiers-là, et vous l'avez rappelé, qui ont été lancés par le souverain, notamment cette généralisation de la couverture sociale, c'est imminent, leur entrée en vigueur et leur mise en œuvre. Or, si on parle là d'une stratégie, du médicament générique, cela risque de prendre du temps. Or que ce temps-là, nous ne l'avons pas. Oui. Pour pouvoir atteindre les objectifs qui ont été mis en place par le souverain. Oui, il y a eu énormément de rapports qui ont été faits et qui ont pointé tous exactement les mêmes problèmes. Et il y a eu, ces rapports ont fait quand même un certain nombre de propositions. Donc nous n'allons pas inventer la route. Il n'y a qu'à voir ce qui se fait ailleurs. Il n'y a que voir le contenu de ces rapports, revenir à ces rapports. Je vous rappelle qu'avant la fin de la dernière législature, il y a un rapport du groupe de travail parlementaire, il y a les orientations de la commission spéciale du développement, il y a énormément de choses. Il y a eu le travail fait justement par le Conseil de la concurrence. Et il suffit de revenir vers ça et de mettre en application et d'enlever tout ce qui bloque. Aujourd'hui, il est impensable qu'on a, au lieu d'avoir une agence du médicament, nous avons une direction du médicament et de la pharmacie qui dépend du ministère de la Santé, qui est à la fois jugée partie et qui n'est pas indépendante et qui est inefficace et qui a un problème de rentabilité dans son travail. C'est un problème, alors que beaucoup de pays africains qui ont des embryons d'industrie pharmaceutique ont pu mettre en place des agences du médicament. Ça, c'est un problème par contre. Donc, il est possible de balayer tout ce qui ne marche pas aujourd'hui. Il suffit d'avoir la volonté politique. Et j'espère qu'avec le nouveau gouvernement, on aura de nouveaux visages, mais aussi de nouvelles approches plus pragmatiques et plus efficaces et de dépasser ces choses dans lesquelles on est englué depuis des décennies et où on n'arrive pas à sortir.
D'accord. Bah, justement, en plus de l'Agence nationale du médicament, ce rapport du Conseil de la concurrence soulève aussi la nécessité de mettre en place un observatoire des produits médicamenteux et dispositifs médicaux et même de reconsidérer le statut actuel de l'Agence nationale de l'assurance maladie. Alors on a parlé de l'accompagnement de l'industrie pharmaceutique aux chantiers, aux grands chantiers sociaux. Passons à présent à l'avenir prochain. Dans quelques semaines, le Maroc fabriquera le vaccin anti-Covid. Abdelmjid Belaiche, peut-être rappelons un peu le contexte. Bien sûr, Sa Majesté le roi Mohamed VI avait lancé le 5 juillet dernier à Fès, donc la fabrication et en tout cas, ce sont des conventions relatives au projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid-19 et autres vaccins. Donc peut-être expliquons d'abord la différence entre la fabrication en soi et la mise en seringue du vaccin. Alors la fabrication, c'est la fabrication du principe actif. C'est une étape extrêmement complexe et aujourd'hui, les pays qui peuvent la faire se comptent sur le bout de doigts de deux mains. Alors que le remplissage, c'est la mise du principe actif dans la seringue. C'est aussi une opération qui n'est pas simple, qui est très complexe, mais qu'aujourd'hui, nous maîtrisons totalement au Maroc. Or, le problème qui se pose aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas la production du principe actif. Le goulot d'étranglement se situe au niveau du remplissage, ce qu'on appelle le fill and finish. C'est ça ce qui pose problème. Il n'y a pas assez d'unités industrielles dans le monde pour répondre aux besoins énormes de la population mondiale en termes de vaccins, ne serait-ce que par cette mise en flacon. Et donc ce projet, c'est un projet historique et c'est un projet qui va arriver à satisfaire les besoins du Maroc, mais aussi de pouvoir exporter vers notre continent qui manque cruellement de vaccins. Je vous rappelle que l'Afrique, avec ses 17% de population mondiale, n'a le droit qu'à 2% des vaccins administrés dans le monde. Mais au-delà, vous allez me dire, oui, mais le Covid, peut-être que demain, il va disparaître. On n'en sait rien. Il est possible que cette pandémie disparaisse, comme il est possible qu'il y ait d'autres variants et d'autres vagues, comme il est possible qu'elles reviennent de manière saisonnière, comme ça se passe pour la grippe. On ne peut rien dire aujourd'hui. On ne peut rien savoir. Tout est possible. Mais supposons qu'elles disparaissent totalement. Qu'est-ce qu'on va faire de ces investissements qui sont quand même très lourds et difficiles à rentabiliser? Et tout simplement, on va les tourner vers d'autres types de vaccins. Aujourd'hui, malheureusement, on est obligé d'importer tous nos vaccins et souvent, il y a des ruptures sur un certain nombre de vaccins. Donc, on va se tourner vers d'autres vaccins et il y en a énormément. C'est la même technologie finalement, Abdelmjid Belaiche. Écoutez, les technologies actuelles, le Sinopharm, c'est la technologie classique. Absolument. Avec laquelle sont fabriqués la majorité des vaccins que nous connaissons. Les nouvelles, mais il faut aller aussi vers les nouvelles technologies sur l'ARN. Et donc, parce que c'est aussi l'avenir du secteur des futurs médicaments, que ce soit les vaccins ou les traitements anticancéreux, etc., etc. C'est l'avenir de la médecine. Donc ça aussi, il ne faut pas le négliger. Il faut tout faire pour y aller. Très bien. Alors, il y a aussi, est-ce qu'il pourrait y avoir amalgame entre fabrication et mise en seringue, ou mise en bouteille, ou le fill and finish? La mise en flacon est déjà une forme de fabrication. Parce que, écoutez, le Maroc est réputé fabriquer les automobiles. Mais vous savez très bien qu'il les fabrique à partir d'un certain nombre de composants qui vont venir de l'étranger. Nous ne fabriquons pas tout. Il y a un taux d'intégration important, mais il y a quand même à partir d'un certain élément qu'on est obligé de fabriquer, d'importer. Oui. Et donc, c'est le même principe. C'est importer le principe actif et le mettre en bouteille. C'est une étape très importante et qui va régler de gros problèmes. Je vous rappelle qu'on fabrique des médicaments, mais on les fabrique quand même à partir de matières premières qui sont totalement importées.
On peut très bien les fabriquer, mais ça ne sera pas possible pour des raisons d'économie d'échelle. Si vous n'avez pas en face de vous un marché de la taille d'un continent, vous ne pouvez pas fabriquer des matières premières. C'est des investissements extrêmement lourds et difficiles à rentabiliser. À moins, il faut être la Chine ou l'Inde et avoir des marchés mondiaux pour pouvoir le faire. C'est pour ça que les pays qui fabriquent des matières premières, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est des pays avec de grosses populations quand même. Ce sont des pays avec des populations qui dépassent le milliard de personnes. Donc, oui. On peut comprendre aussi qu'il y a un marché. Des marchés mondiaux. Absolument, absolument. Aujourd'hui, on les appelle les pharmacies du monde. Oui. L'Inde et la Chine, qui fabriquent 80% des principes actifs pharmaceutiques, on les appelle les pharmacies du monde. Très bien. Puisqu'on parle d'avenir et de ce lancement de la fabrication du vaccin, il y a aussi, et c'est d'actualité, les priorités du nouveau gouvernement en ce qui concerne ce secteur stratégique et très délicat qu'est l'industrie pharmaceutique. Peut-être partageriez-vous avec nous vos priorités, les priorités que vous pensez essentielles pour cette industrie pharmaceutique en ce qui concerne le nouveau gouvernement? Moi, je pense que cette industrie doit être placée au centre du projet de la souveraineté sanitaire nationale. Et donc, pour sécuriser l'approvisionnement de notre pays en médicaments et en produits de santé, pour ne pas vivre des situations qu'ont vécues certains pays européens, y compris parmi les plus puissants. Hein. Je vous rappelle que la France, au plus fort de la pandémie, était incapable de fabriquer un comprimé de paracétamol ou de bavette. Et ils ont payé le prix cher de cette non-disponibilité. Donc, nous sommes mieux placés, mais nous devons renforcer cette position et aller encore plus loin et ne plus dépendre trop et réduire, si vous voulez, notre dépendance de pays tiers ou de pays de l'étranger, et en même temps faire des partenariats de colocalisation avec l'Europe. Vous avez vu que quand la France avait besoin de l'hydroxychloroquine, il a été approvisionné à partir du Maroc qui en fabriquait, alors que la France n'en fabriquait plus. Et je pourrais citer d'autres exemples. Donc le Maroc a deux rôles à jouer. Un, vis-à-vis de l'Europe dans le cadre de colocalisation d'industrie au Maroc, qui est un pays à la fois très proche d'eux, et donc avec des coûts logistiques, transport, etc., qui sont moindres, et avec un coût de production moindre, et d'autre part, et donc pouvoir aller vers l'Afrique avec ces produits-là aussi, et même l'Europe. Aujourd'hui, je vous rappelle que près de 70% des exportations marocaines vont vers l'Europe, une partie reste en Europe et une partie va vers l'Afrique. Et d'un autre côté, il est important d'avoir une plateforme logistique pharmaceutique qui va permettre au Maroc d'éviter d'aller en Europe pour exporter vers l'Afrique. Et donc, nous devons beaucoup développer nos relations sud-sud avec les pays africains. On a tout à y gagner. Et eux aussi ont tout à gagner dans ces relations. Et pour cela, la position du Maroc, elle est enviable, elle est stratégique, mais à condition d'écarter tous les goulots d'étranglement qui empêchent ces projets-là de se faire. Très bien. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de sécurité sanitaire comme on parle de sécurité alimentaire, Abdelmejid Belaiche, rapidement pour terminer? Oui. Écoutez, quand on voit ce qui s'est passé il y a quelques jours en Angleterre pour l'énergie, on dit il y a la souveraineté énergétique, la souveraineté militaire, la souveraineté alimentaire et la souveraineté sanitaire. Je pense que nous avons tiré notre épingle du jeu puisqu'il n'y a pas beaucoup de pénuries. Il y a eu quelques pénuries, mais pas sur des produits majeurs. Il y a eu certaines tensions sur la vitamine C, etc., du fait d'une forte demande. Mais il n'y a pas eu de gros problèmes. L'industrie est assurée et c'est la preuve qu'elle aura encore un gros rôle à jouer dans le cadre de cette sécurité sanitaire
du Maroc, et c'est un rôle à renforcer. Et pour le renforcer, c'est la fabrication locale, c'est les génériques et la substitution des importations par la fabrication locale. Merci beaucoup, Abdelmjid Belaïch, analyse des marchés pharmaceutiques. Merci pour vos éclairages ce soir. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée à tous.